Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce que n'a pas dit Gilles, c'est que vous êtes aussi le créateur d'une association, les oubliés, d'un livre d'abord, les oubliés de la République, c'est ça? Les oubliés de... Les invisibles. Les invisibles. Disons que c'était un Français sur deux dans les zones rurales qui étaient défavorisés par rapport aux jeunes Français qui sont tous dans les villes et qui ont beaucoup de mal ensuite à se repérer pour leur carrière. Eh bien écoutez, la même chose pour l'Europe maintenant, entre nous soit dit, parce que depuis le traité de Lisbonne, on ne sait plus très bien comment ça fonctionne tout ça. On a beaucoup de procédures un peu occultes, on a des trilogues, des dialogues, des comitologies, etc. Et juste au moment où la présidence française va prendre en charge, disons, un certain nombre de procédures européennes pour essayer de passer à ce qu'on appelle la neutralité carbone pour toute l'Europe, pour donc nos 27. Au moment où une nouvelle Allemagne arrive, et si bien compris, cette nouvelle Allemagne ressemble très, très fort à la précédente, et donc ça va être extrêmement difficile. Et vous êtes vous-même, avec Électricité de France, au cœur de cette discussion, puisque nous savons que si nous voulons lutter contre le changement climatique, nous devons électrifier énormément d'usages finaux de l'énergie. Et précisément, à notre surprise, à nous, Équilibre des énergies, en étudiant la plupart des directives pour tout ce qui est hors ETS, en dehors des 10 000 plus grandes entreprises européennes, on a l'impression qu'il y a une espèce d'erreur de tir. On a l'impression que tout va se passer par l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et on ne parle pas du CO2. C'est curieux, on ne parle même pas du changement climatique, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une grande partie de ce Fit for 55 qui est à côté de la plaque. Dites-nous ce que vous en pensez, monsieur le vice-président. Merci de la comparaison beaucoup trop flatteuse avec Brice. Il y a un point commun que vous n'avez pas cité, c'est que j'ai passé de très nombreuses vacances en Bretagne à Saint-Briac et que connaît mieux que moi encore Brice Salon. Et merci d'avoir rappelé cette association et ce livre. Alors, je n'ai pas créé l'association, c'est Salomé Berloux, la co-auteure du livre. Effectivement, c'est une cause à laquelle je tiens beaucoup. Et surtout, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui effectivement est très politique, avant d'être technique, même si on se perd beaucoup dans les détails des directives, des règlements, des actes délégués. Comment est-ce qu'on atteint la neutralité carbone, cet objectif qui a été fixé par la nouvelle commission, mais par sa présidente Ursula von der Leyen en 2050. C'est-à-dire comment est-ce que le continent européen devient neutre en carbone. Ça ne veut pas dire qu'il n'émet plus du tout de CO2, mais que les émissions de CO2 qui sont émises par les activités humaines notamment peuvent être au moins compensées. Je suis très heureux de le faire ici parce que avec Équilibre des énergies, on mène beaucoup de combats en commun, et vous en avez cité quelques-uns dans votre introduction. Très heureux de le faire parce que vous avez raison, chez EDF, c'est une question qu'on prend au sérieux. D'une part parce que EDF est présente en Europe, dans des pays européens, notamment alors, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais bien en Europe, et garde quand même un appareil législatif proche de ce qui se fait au sein de l'Union, mais aussi en Belgique, en Italie et en Allemagne, dans d'autres États. Et puis parce que notre raison d'être est de construire cet avenir décarboné avec des solutions innovantes et effectivement l'électrification des usages. Je serai peut-être un tout petit peu plus nuancé que vous, vous allez voir, sur l'évaluation, même si je retrouverai certains de vos constats. Et à votre demande, l'idée c'est de balayer 3 points. Le premier d'abord, de qualifier un peu cette ambition. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité climatique à 2050 ? Comment est-ce qu'on peut juger cette ambition ? Deuxièmement, si on regarde un tout petit peu plus dans le détail et qu'on regarde les moyens qui sont mis en œuvre, que vous avez déjà commencé à évoquer, est-ce que les moyens qui sont mis en face sont à la hauteur ? Et tout ça à la lumière de ce que fait aussi notre grand voisin, partenaire, concurrent parfois, ami, l'Allemagne, qui pèse évidemment dans le débat à Bruxelles et qui pèse dans les choix politiques qui sont faits. Alors, si je prends le premier point et l'ambition de la neutralité carbone, d'abord pour qu'on soit tous bien sur la même page, l'objectif est fixé à 2050 et depuis juillet dernier,
la Commission a pris acte de cet engagement, puisque c'est inscrit désormais, voté par le Parlement, par le Conseil, et elle a pris acte du fait qu'il faut accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je ne peux pas projeter là de courbe, mais je pense que vous la connaissez. Si on poursuivait sur la pente des émissions avec les objectifs précédemment fixés, notamment dans le Clean Energy Package, nous ne pourrions pas atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, elle fixe cette grande ambition. Et pourquoi c'est une grande ambition? Et c'est là où on arrive à quelque chose, je pense, qui est très, très politique. Parce que l'Union européenne, vous le savez, c'est moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est 9%. Et donc, vous avez, dans cette situation, vous aviez la possibilité, d'ailleurs il y a eu des États membres et des acteurs politiques, économiques qui ont dit mais l'Union européenne n'a pas à se mettre ce fardeau sur les épaules. Et donc je pense que la première chose que l'on peut reconnaître, c'est que l'ambition politique est là, elle est objectivement très grande. Elle est en partie fondée sur un pari également politique qui était exprimé avant la COP26, qui est cette idée d'exemplarité. On ouvre la voie et on sera suivi. C'est objectivement un pari assez osé. C'est aussi une décision politique importante parce qu'il me semble que c'est la grande ambition transverse de l'Union européenne, avant par exemple les enjeux du numérique, qui sont beaucoup plus, bien sûr il y a d'énormes enjeux de société, des enjeux économiques, technologiques qui sont posés par le numérique, mais dans l'ambition de neutralité carbone, vous touchez à peu près à tous les secteurs, et c'est ce qu'on a vu avec le paquet législatif donc, qui rehausse les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à 2030, le Fit for 55, donc, qui impose une réduction de 55% des émissions, c'est pour ça qu'il s'appelle ainsi. Vous avez un consensus aujourd'hui qui est assez fort, non seulement au Parlement, mais en fait aussi dans les États membres. Simplement, ça crée des nouvelles divisions. Et ça, on ne peut pas l'oublier, c'est encore une fois, c'est très politique, mais ça crée des divisions entre États membres, entre l'Est du continent et l'Ouest du continent, par exemple, sur les moyens essentiellement, ou sur le rythme. Mais il ne faut pas l'oublier, parfois on fait un peu comme si, ça y est, les décisions étaient prises, les objectifs étaient fixés, et en fait on commence à rentrer dans le dur là, de la négociation du paquet Fit for 55 qui a été publié aux 3/4 le 14 juillet dernier. Ça crée aussi des divisions potentielles, et j'y reviendrai, entre les citoyens, entre les acteurs économiques. Lorsque vous faites porter la transition énergétique, la nécessité de décarboner non seulement le secteur énergétique, mais aussi le secteur du bâtiment ou le secteur des transports, ça a un impact sur les entreprises ou sur les citoyens. Ça a un coût. Et donc, c'est une ambition, objectivement, qui est très risquée. Ça, c'est j'ai envie de dire, sur la grande ambition. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de regarder maintenant comment la Commission veut y parvenir. Donc elle a publié une quinzaine de textes qui sont complétés entre hier d'ailleurs et aujourd'hui par 4 autres textes sur la partie du gaz et puis sur l'efficacité énergétique des bâtiments qu'on n'a pas encore vu, qui sont sur tous les secteurs, je l'ai dit, qui ont été accueillis de façon mitigée par les États membres pour les raisons que j'ai évoquées. Et surtout, ce qui est nouveau, avec une division au sein du collège des commissaires, notamment sur des sujets très importants comme l'extension justement de l'ETS à de nouveaux secteurs, comme le bâtiment et le transport, et sur le coût de cette transition. Parce que l'expérience des Gilets jaunes en particulier qui est mise en avant, mais en fait ça se retrouve dans différents pays, en raison du coût que ça pourrait faire peser sur soit des ménages, soit des entreprises plus impactées. Moi je pense que sans schématiser, en essayant de garder, pardon de filer cette métaphore, mais une position assez équilibrée, je pense qu'il y a, si on divise ce paquet en deux gros morceaux, les politiques climatiques et puis les politiques autour de l'électrification, il y a quand même des points qui sont très positifs dans l'approche de la Commission européenne, au-delà de la forte ambition. Le premier point très positif, c'est que l'outil du prix du carbone est cardinal, est vu comme un outil majeur, et
en cela, chez EDF, vous savez, on plaide pour cet outil depuis longtemps. Il y a un consensus des économistes depuis très longtemps pour dire que c'est un outil efficace. Et ça se retrouve dans les propositions à la fois de réforme du mécanisme de l'ETS pour s'assurer que le prix est sur une trajectoire croissante. Il est déjà effectivement, et d'abord les prix, on le voit en ce moment, ils peuvent monter et descendre. Alors la Commission n'a pas reprise la proposition qui était une proposition française et que le groupe défendait aussi, soit d'un prix plancher, soit d'un corridor de prix. Mais l'idée, c'est quoi derrière? L'idée avec un prix carbone que l'on renforce, c'est que les anticipations des investisseurs notamment soient orientées. C'est-à-dire qu'on donne un prix à la pollution du carbone, en fait. Alors, il y a un prix, donc un coût, et donc c'est ça qui fait qu'il faut faire attention, notamment si vous étendez ce mécanisme à de nouveaux secteurs, je vais y revenir, mais il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que quand il y a un prix, il y a aussi une recette. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a des États qui ont des prix du carbone très élevés, je pense à des pays scandinaves, qui ont utilisé ces recettes pour compenser le coût qui était supporté par des ménages. Et donc ça, c'est le premier point. Il y a une politique très volontariste de réforme et de renforcement, je ne rentre pas dans les détails, il y a toute une série de documents extrêmement techniques pour renforcer la trajectoire carbone. Je constate d'ailleurs au passage que le nouveau gouvernement allemand, l'Allemagne ne voulait pas entendre parler d'un prix plancher dans le contrat de coalition du nouveau gouvernement allemand, il est fait mention d'un prix plancher à 60 € la tonne de CO2. C'est une évolution notable. Et là aussi, il y a d'autres pays qui l'ont introduit, cette idée de plancher. L'objectif, c'est que les investisseurs, quand ils décident de construire un nouveau moyen de production électrique, de nouveaux systèmes, je sais pas, de chauffage collectif, que ce prix de la pollution carbone soit déjà intégré et avec une certaine visibilité dans la durée. C'est comme pour ceux qui font de l'alpinisme, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est comme une ligne de vie. Vous espérez n'avoir jamais à vous en servir, mais ça vous aide à grimper plus haut. Parce que ça vous donne une sécurité. Si vous tombez, le prix plancher ou le corridor de prix, en fait, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier aspect. Vous retrouvez ça aussi dans la proposition de la Commission de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est bien la notion de prix du carbone, donc il est sans doute, on peut en discuter, ça ne porte que sur certains secteurs. Le signal, c'est aussi beaucoup un outil de diplomatie climatique, sans doute. Il incorpore l'électricité d'ailleurs, ce qui nous convient très bien, ce qui convient à l'industrie électrique en Europe. Mais c'est bien aussi cette idée que dans les échanges internationaux, dans le commerce international, il y a besoin au fond de créer des incitations, de créer un club climatique et de faire que vous avez plus d'avantages à être dans ce club climatique qu'en dehors. Vous savez, maintenant c'est une idée qui commencerait à être répandue. Les accords de Paris, une de leurs faiblesses, c'est que ça porte sur les engagements volontaires. C'était probablement nécessaire pour arriver à cet accord de Paris, mais pour avancer plus loin, il faut que vous ayez plus d'avantages à être dedans que dehors. Et au fond, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est une façon d'aller dans cette direction, et ça c'est, je pense, assez positif. Et puis, toujours sur ce signal prix du carbone, il y a une proposition de révision de la directive sur la taxation de l'énergie, et qui nous paraît extrêmement positive, parce qu'elle cherche à renverser la hiérarchie qui est aujourd'hui complètement absurde, où vous taxez plus l'électricité que les combustibles fossiles. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça n'a aucune chance de voir le jour, on a déjà essayé, la taxation de l'énergie, c'est la règle de l'unanimité. C'est quand même bien de poser le débat et d'ouvrir le débat autour de cette idée qu'il faut, et c'est vraiment explicitement dans le projet de révision de la directive, qu'il faut regarder aussi le contenu carbone de ces vecteurs énergétiques. C'est un pas majeur pour nous et un début d'orientation vers ce que vous disiez, Monsieur le Président, en faveur justement du contenu du carbone. Deuxième axe, peut-être plus proche de ce que l'on discute ensemble dans l'équilibre des énergies et encore plus proche de notre métier, si je puis dire, c'est la priorité à l'électrification des usages. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très nettement dans le paquet. On le retrouve par exemple sur la mobilité électrique, avec une directive qui devient un règlement, donc il n'y a pas besoin de transposition.
des objectifs contraignants de bornes de recharge. Donc le choix qui est fait, c'est d'électrifier la mobilité, notamment la mobilité légère, c'est en cours de discussion, les discussions ont bien avancé sous la présidence Lobel, des objectifs tous les, par exemple, 60 km, plus des objectifs pour les bornes classiques, des objectifs de pré-câblage aussi, ou de soutien à la mobilité électrique dans les textes qui portent sur les bâtiments, des objectifs sur la mobilité électrique dans la révision de la directive, les objectifs sur les renouvelables. Ça nous paraît aussi très positif. Il y a d'autres exemples qui existent. Je n'en cite qu'un autre parce que, et je pense qu'on va en débattre, mais si vous regardez aussi, alors c'est pas formellement dans le paquet Fit for 55 encore, le paquet qui sort aujourd'hui, mais la stratégie d'hydrogène de la Commission, elle dit explicitement que l'hydrogène est un vecteur énergétique à utiliser pour les secteurs où on ne peut pas électrifier directement. Et ça nous paraît, je crois que c'est un combat qu'on a mené aussi dans l'équilibre des énergies, de dire que l'électrification est toujours plus efficace. Le moteur, par exemple, électrique est beaucoup plus efficace qu'un moteur thermique. Pareil pour une pompe à chaleur. Ce sont des vérités qui sont rappelées par la stratégie. Il n'empêche qu'on aura besoin d'hydrogène parce qu'il y a de l'hydrogène qui est utilisé dans des procédés, dans des process industriels, par exemple, où c'est plus difficile d'électrifier directement. Il y a de l'hydrogène qui peut être utilisé pour la mobilité lourde. L'hydrogène a des valeurs aussi pour les temps de recharge, par exemple. Donc il n'y a pas de raison de dire que l'hydrogène n'a rien à voir. Je crois que dans l'équilibre à garder sur les questions, il faut être très humble et très équilibré dans les solutions pour atteindre la neutralité carbone. Donc on aura besoin d'hydrogène, mais la logique qui est de dire on commence par électrifier et on ne va vers l'hydrogène que si on ne peut pas y arriver, elle est bien reprise par la Commission. Et ça nous paraît aussi très positif. Alors, là où ça devient beaucoup plus compliqué et où je vous rejoins, c'est que la stratégie, elle est un peu bancale parce qu'effectivement, il y a une vision qui est axée sur, d'une part, les renouvelables et les renouvelables seulement, qui a toute la partie énergie bas carbone et en particulier bas carbone électrolytique, n'est pas considéré. Un exemple typique dans la directive renouvelable, vous allez me dire renouvelable, c'est pas nécessairement le bas carbone, mais les cibles qui sont fixées aux États membres pour augmenter, dans le paquet Fit for 55, vous avez des cibles qui sont fixées et ne sont prises en compte que l'augmentation des énergies renouvelables dans, par exemple, justement la production d'hydrogène, avec aujourd'hui une cible qui paraît quand même très ambitieuse, d'avoir à 2030 50% de la production d'hydrogène pour l'industrie qui devrait provenir de l'énergie renouvelable. Vous avez aussi dans la partie efficacité énergétique, donc il y a des choses qui sont assez bonnes dans la nouvelle directive efficacité énergétique, y compris d'ailleurs le début d'une introduction de la réduction des émissions de carbone, mais il n'y a pas les outils pour y arriver. Et il n'y a pas, ce qui nous paraît, et un combat que vous menez, vous êtes pionnier dessus, vous l'avez bien exprimé, et je pense que la présidence française sera l'occasion aussi de le rappeler, le Carbon Efficiency First, de regarder non seulement la baisse de la consommation d'énergie, mais aussi, et peut-être surtout, la baisse des émissions. Et c'est ça aussi qui plaide pour l'électrification directe, c'est ça qui plaide par exemple pour l'introduction de solutions comme les pompes à chaleur dans les bâtiments. Et ça, on ne le retrouve pas. On ne retrouve pas ce qu'on a en France maintenant, des diagnostics sur cette dimension-là, sur cette dimension de réduction des émissions carbone. Et c'est vrai que c'est une occasion manquée et c'est dommage. Et les textes vont être discutés. Donc je pense qu'il y a du travail à faire pour proposer des amendements, en ce sens. Et puis, quand vous regardez aussi la question, je regarde le temps pour laisser vraiment une large place aux questions, je pense qu'on a encore le temps. Vous regardez la question de l'hydrogène, des pays qui ont des mix électriques déjà fortement décarbonés, comme en Scandinavie, c'est le cas de la Suède ou de la Finlande, c'est le cas aussi en France. Pour réduire les 10 millions simplement pour l'usage de l'hydrogène aujourd'hui, les 10 millions de tonnes qu'on appelle gris, c'est-à-dire qui sont produits à partir de processus qui émettent énormément
de gaz à effet de serre, qui sont très polluants. Pour remplacer ces 10 millions de tonnes, il faut des volumes d'hydrogène considérables, et il est impossible d'atteindre ces volumes si vous visez que la production d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, d'autant que, si on suit le principe d'électrification directe et la priorité à l'électrification directe, vous allez avoir besoin de cette électricité renouvelable pour électrifier les usages de façon directe. Et on a beaucoup de mal à faire passer l'idée à Bruxelles, même si les choses évoluent quand même progressivement, que l'hydrogène électrolytique bas carbone, c'est-à-dire en clair de l'hydrogène qui est produit avec un électrolyseur branché sur un réseau qui lui-même est bas carbone, puisse être non seulement reconnu comme tel, donc il faut une définition, avec un seuil d'émission sur le réseau qui soit compatible avec ce qui est la réalité des émissions du mix. Donc ça, c'est pour l'instant, enfin c'est passé dans le premier acte délégué qui a été adopté là, le 7 décembre. On l'a obtenu, ça, il y a un seuil d'émission de 3 kg de CO2 par équivalent de production d'hydrogène, mais il faut aussi que la définition, la façon dont vous calculez ces émissions soit correcte, et ça on n'y est pas encore. Il y a pas de, ça peut paraître bizarre, vous fixez un seuil et puis la définition n'existe pas encore. Il y a même des définitions qui circulent qui rendraient complètement impossible la qualification du mix français suédois, enfin bref, des mix décarbonés. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas qualifier d'hydrogène électrolytique bas carbone si on utilisait des définitions qui sont proposées par la direction de la concurrence. Donc ça, on est en train dans les lignes directrices sur les aides d'État. Et puis, il faut, une fois que vous avez cette définition, il faut que vous puissiez aussi avoir des subventions, puisque évidemment, c'est un secteur naissant. Donc c'est plus cher de produire de l'hydrogène électrolytique bas carbone que l'hydrogène gris, que je citais tout à l'heure. Et donc il y a une phase de transition au moins où, pour qu'on puisse installer des électrolyseurs, avoir les économies d'échelle, les effets de volume, il faut qu'on puisse les aider. Et ça, c'est pareil, ça n'est pas acquis. Et enfin, troisième chose, il faut que ça puisse être, comme je le disais tout à l'heure, pris en compte dans les cibles qui sont fixées aux États, et que ce ne soit pas que l'hydrogène vert, mais que cette utilisation de l'hydrogène bas carbone soit reconnue. C'est pas formellement dans le paquet Fit for 55, mais c'est évidemment dans le paysage. C'est là aussi où on retrouve tout le débat autour de la taxonomie sur la finance durable. Vous savez, c'est devenu ce mot, et surtout cette législation extrêmement compliquée, extrêmement technique, est devenu maintenant, et je pense heureusement d'ailleurs, assez médiatisé, parce que ça n'est pas que de la technique, mais il y a des enjeux politiques majeurs derrière. La taxonomie, c'est la classification des activités économiques au regard d'un certain nombre de critères, et notamment critères d'émission de CO2 ou d'impact sur l'environnement. Et donc, comme vous le savez peut-être, il y a une partie qui est passée dans un texte qui a été adopté, qu'on appelle un acte délégué, qui est en fait une espèce de décret d'application. Donc c'est la Commission qui l'écrit. Les États membres et le Parlement n'ont pas la possibilité de modifier, ils peuvent uniquement s'y opposer. Donc il y a un premier acte qui est passé, où il y avait des enjeux très importants. J'espère qu'on parlera un peu d'hydraulique aussi, parce que le mix, c'est toutes les énergies renouvelables, c'est les énergies intermittentes, en complément du nucléaire, c'est les énergies renouvelables comme hydrauliques qui sont fondamentales pour permettre l'insertion des énergies renouvelables intermittentes. Et donc il y avait des dispositions, ça aussi c'est la myopie d'une partie de la bulle bruxelloise, et c'est l'impossibilité de concilier des objectifs environnementaux et des objectifs climatiques. Évidemment, l'hydraulique, c'est une énergie qui a beaucoup de propriétés sur le plan climatique, mais qui a aussi un impact sur l'environnement, et donc il faut trouver un équilibre. Je reprends encore le très joli mot de votre association. Vous ne pouvez pas, donc il faut que la main gauche sache ce que fait la main droite. Et c'est vrai à l'échelle des États membres comme à l'échelle de l'Union européenne. Bref, il y a cet acte délégué qui a fait passer un certain nombre d'activités énergétiques au titre de la taxonomie, mais ça n'est pas le cas encore pour le nucléaire, alors qu'au EDF, on est tout à fait convaincu que sur les bases scientifiques qui ont été exprimées par le Centre commun de recherche de la Commission, c'est pas EDF seul qui le dit, c'est aussi ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, ce que disent les experts du GIEC,
on est tout à fait convaincu que si on suit ces critères scientifiques, il n'y a pas de doute que le nucléaire est une activité durable au sens de la taxonomie, et on y reviendra peut-être dans les questions, ça nous paraît très important que le nucléaire soit inclus, et encore une fois, si on suit un raisonnement scientifique, pour nous, le dossier est clair et très solide. Donc on le voit en fait, il y a une très grande ambition, une ambition qui est vraiment très forte. Il y a des instruments qui vont dans le bon sens parce qu'on essaie de donner de la visibilité et un prix à cette pollution que sont les émissions du carbone. Il y a une volonté d'utiliser l'électrification directe, mais il y a soit une très grande... je ne sais pas si c'est de la myopie ou au contraire une focalisation sur d'abord les objectifs et un peu moins les moyens. Et puis il y a une focalisation sur une seule énergie renouvelable, ce qui est très bien. Chez EDF, on est leader des énergies renouvelables en Europe et on veut faire plus d'énergie renouvelable. Mais il faut aussi d'autres sources d'énergie en base notamment. Et puis chaque État membre a ses spécificités. Là aussi on pourrait y revenir, je pense. Et ça, on retrouve un peu dans ce qui se passe en Allemagne. C'est le troisième point auquel je voulais venir. L'Allemagne a fait des choix énergétiques différents. Parfois, on caricature un peu la situation en Allemagne. Je pense qu'il faut d'abord commencer par dire qu'on a des objectifs communs. D'abord, la lutte contre le changement climatique. L'Allemagne ne fait pas partie des États avec lesquels il est difficile de s'entendre sur l'objectif final de neutralité carbone. Il y a des États avec qui c'est beaucoup plus difficile. On a des objectifs communs aussi qui est qu'il faut décarboner d'autres secteurs que le secteur énergétique. L'Allemagne, alors je vais y revenir, elle a un problème avec son secteur énergétique, puisqu'encore 60%, plus de 60% est d'origine fossile, mais en fait, comme en France et comme dans d'autres pays, il faut décarboner aussi le secteur du bâtiment et le secteur du transport. Je crois qu'une des spécificités avec des énergies qu'on aime bien aussi chez EDF, c'est la vision systémique. C'est de bien regarder non seulement l'énergie, les énergies, mais aussi leurs usages. Et ça, l'Allemagne partage cet objectif. Simplement, elle fait des choix qui interrogent beaucoup côté français, et elle fait au fond, pour nous, 3 paris. Elle fait un premier pari qui est de tout miser sur une augmentation extrêmement rapide des énergies renouvelables, et le contrat de coalition renforce encore ces objectifs, alors qu'on voit que d'une part, sur l'éolien terrestre, le rythme de développement se réduit, et là il faudrait passer, vous avez peut-être vu cette statistique qui est assez parlante de l'entreprise VDEW, de la fédération VDEW, il faudrait passer aujourd'hui d'une installation de à peu près 6 à 7 éoliennes par semaine à plus de 30 éoliennes par semaine pour tenir ces objectifs. Donc c'est quand même un point d'interrogation. Et puis vous pouvez penser que ce qui a été fait jusque-là, c'était le plus facile. Alors ils mettent en face non seulement des objectifs ambitieux, mais aussi des moyens. Ils veulent faciliter les autorisations, ça nous paraît extrêmement important. C'est aujourd'hui le principal goulet d'étranglement pour développer les renouvelables. Ils veulent sanctuariser une partie importante du territoire, 2% pour ça, mais il n'empêche que c'est quand même un vrai pari, d'autant que le coût des énergies terrestres, notamment, ne baisse plus, vraiment. Donc ça m'amène à un deuxième pari très important qui est justement le coût de cette transition. Alors l'Allemagne est un pays riche, mais ils ont déjà dépensé en subventions pour les énergies renouvelables plus de 250 milliards d'euros depuis l'énergie 22, c'est une somme considérable. Il y a un coût très important pour le développement des réseaux, et le développement des réseaux est extrêmement en retard. Vous savez que le gisement d'éolien est au nord, la consommation est en grande partie au sud, donc il faut tirer des lignes de transport. Il y a aussi des sujets d'acceptabilité sociale pour cela. Dans le coût, il y a aussi, c'est le cas aussi sur le solaire, où les objectifs sont fortement rehaussés dans le contrat de coalition. Et donc le solaire est une énergie qui peut être à bas coût, mais aujourd'hui les gisements en Allemagne, ils sont beaucoup sur l'éolien en toiture. Et l'éolien en toiture, il a des vertus. Pour mettre, c'est mieux pour l'acceptabilité sociale si vous le mettez sur les bâtiments, notamment les ombrières, etc. Mais c'est un coût. Donc il y a toute une série comme ça de paris économiques et financiers. Et puis il y a un pari
Et c'est pour ça qu'encore une fois, je dis avec beaucoup d'humilité, nos voisins allemands sont des gens sérieux, et donc ils regardent ça, mais nous on a des interrogations, y compris sur un troisième sujet qui porte sur, on va dire, la sécurité d'approvisionnement au sens large. C'est quand même un sujet très important. Pour arriver à la neutralité carbone dès 2045, ils veulent aller très vite, sortir idéalement du charbon, non plus en 2038, mais en 2030, il va falloir remettre énormément de capacités fossiles, en fait, certes, qui émettent moins que le charbon, mais c'est du gaz. Donc il faudra, et d'ailleurs ça aussi c'est un coût, pour les rendre compatibles et qu'elles n'émettent plus de carbone, il faut mettre en place des systèmes, soit 100% compatibles avec l'hydrogène, ou des systèmes de captage, de stockage, qui sont aujourd'hui des technologies peut-être qui vont se répandre en Europe, mais qui n'existent quasiment pas. Il y a quelques démonstrateurs. Et si c'est complètement compatible avec l'hydrogène, il faudra des quantités d'hydrogène énormes. Et d'ailleurs, l'Allemagne le reconnaît, puisqu'elle dit qu'elle va devoir importer en 2050 jusqu'à 70%. Les premiers contrats sont déjà quasiment signés. D'hydrogène. Et ça pose quand même beaucoup de questions. Ça pose des questions. D'abord, moi je trouve vous avez rappelé, j'ai un premier passé de diplomate. Il y a des pays qui sont très ensoleillés ou qui sont très vantés. Il y a aussi beaucoup de pays qui ont besoin d'électricité pour eux-mêmes. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Ce sont des pays là où il y a beaucoup de soleil, parfois il n'y a pas beaucoup d'eau. Pour produire de l'hydrogène, il faut de l'eau. Ensuite, il y a des questions sur le coût de transport pour les faire venir, mais ça, c'est peut-être pas le plus compliqué. Mais pour le réseau, ensuite, de transport, il y a des risques de coûts échoués si vous faites des grands réseaux de transport. Je crois qu'un des principes aussi qu'on discute beaucoup avec l'équipe des énergies, c'est la meilleure allocation des ressources. Est-ce que vraiment c'est la meilleure allocation des ressources? Et puis, il y a un problème qu'on voit ressurgir depuis quelques mois avec la crise du gaz, mais c'est cette question de sécurité et d'indépendance énergétique. Vous substituez, en partie seulement d'ailleurs, une dépendance aujourd'hui au gaz fossile. Donc, vous savez, l'Allemagne est très fortement dépendante d'importation de gaz, pas seulement de Russie, mais aussi d'autres pays. Vous vous exposez à des risques politiques, à des risques aussi logistiques. La pandémie qu'on a vécue a montré que dans une économie où vous dépendez de chaînes d'approvisionnement lointaines, un virus peut devenir un petit grain de sable qui bloque tout, et ça peut bloquer des containers, ça peut bloquer des bateaux. Si un bateau se met en travers dans le canal de Suez, tout d'un coup, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est pas trivial. Et nous, il nous semble que ce sont des questions qui sont politiquement aussi à regarder. Et encore une fois, pourquoi pas importer de l'hydrogène, mais ça soulève beaucoup de questions, tant sur l'importation du gaz, dont on restera très largement dépendant de notre voisin, mais aussi pour l'importation d'hydrogène. Alors, pour conclure et peut-être ouvrir le débat, je pense que ce thème de la neutralité carbone et de la transition énergétique a une grande vertu en Europe, c'est qu'elle mobilise les énergies vers un objectif qui est en soi non seulement louable mais absolument nécessaire. C'est-à-dire il faut quand même le reconnaître quand vous comparez avec les grandes régions du monde, les grands États, que ce soit ou les grandes puissances, les États-Unis, la Russie ou la Chine, l'Europe est au rendez-vous de l'ambition, de l'objectif. Elle met en œuvre des moyens, elle se fixe des objectifs très, très ambitieux, et elle met en œuvre des moyens qui vont plutôt dans la bonne direction, en cherchant à donner un prix à cette pollution du carbone et en poussant l'électrification des usages. Mais on reste, c'est vrai, mais c'est normal, j'ai envie de dire, et on rentre là dans la négociation, elle reste assez myope à la diversité des solutions technologiques, elle reste assez myope elle ne met pas la boussole CO2 au cœur du logiciel, enfin, où la priorité doit être non pas exclusivement l'efficacité énergétique. Il faut l'efficacité énergétique, mais c'est pas exclusif. Il faut des énergies renouvelables, mais c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est la réduction des émissions. Donc cette boussole-là, elle n'est pas suffisamment au cœur des enjeux, et on le voit dans tous ces débats sur la taxonomie, la place du nucléaire, sur l'hydrogène bas carbone. Donc avec tout ça, je n'ai pas parlé de présidence française.
En fait, la présidence française, elle s'inscrit là-dedans. Elle ne porte pas que sur le sujet climatique, mais elle va bien sûr porter en partie sur le sujet climatique. Vous avez vu que le président de la République s'est exprimé dessus, a fixé des priorités dans le domaine du climat. Hier, au congrès de l'Union française de l'électricité, il y avait également la directrice de l'énergie qui a rappelé les grandes priorités dans la présidence. C'est notamment pousser le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, avancer sur la réforme de la directive des énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique. C'est une présidence qui sera courte sur le plan politique, puisqu'il y a l'élection au milieu. Elle sera utile, je pense, si elle remet cette boussole du CO2 au cœur de la négociation. La présidence du Conseil de l'Union, c'est quand même une capacité d'influence importante. Et j'espère aussi que, juste avant cette présidence, on aura un texte sur la taxonomie qui permettra d'inclure le nucléaire dans les activités durables. Alors, pour les dernières nouvelles, les contrats entre l'Allemagne et la Russie, ça y est. Et la Russie nous expliquant qu'ils vont produire de l'hydrogène par pyrolyse du méthane. Bon, et donc c'est assez intéressant. On va voir ce que ça va donner, parce qu'en même temps, la ministre des Affaires étrangères allemande ne veut pas qu'on termine Nord Stream 2. Bon, enfin, donc il y a une vraie discussion ou un suspense qui est quand même assez intéressant. Nous avons voulu, nous, à Équilibre des énergies, expliquer que la décarbonation coûtait de l'énergie, que ça allait coûter de l'énergie, et que l'idée ou l'espèce d'illusion selon laquelle il suffit de réduire la consommation d'énergie pour y arriver, c'était une illusion, en fait, c'est pas tout à fait exact. Et ce que je crois comprendre de la situation actuelle, c'est qu'il y a une collision. Il y a une collision entre deux visions, disons, de l'avenir. Une première vision qui est celle des écologistes des années 70, et qui est très, très largement portée par l'Allemagne, et qui ne veut que des renouvelables, qui n'aime pas le nucléaire et qui n'aime pas l'électricité, considérant que l'électricité est un gaspillage d'énergie, puisqu'il faut la produire. Bon, voilà la première idéologie qui arrive et qui entre en collision avec la réalité de la lutte contre le changement climatique, où là il faut de l'électricité, où le CO2 est le problème, et où il faut plus d'énergie justement pour essayer de résoudre le problème. Cette collision est en plein dans la Commission. Il y a une partie de la Commission qui reste dans les années 70 et une autre qui, au contraire, commence à reconnaître la réalité du combat. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. Et évidemment, il va falloir quand même expliquer au tournant des années 70 que la réalité, que les choses ont un petit peu changé. Je dis ça parce que j'ai connu la présidence française de 2008. Et j'ai déjà connu le MIC. Mon Dieu, le MIC, c'était déjà très important. C'était la priorité de Sarkozy. Il fallait absolument qu'il y ait un mécanisme d'inclusion du carbone aux frontières. Et on s'est aperçu que ça ne pouvait s'appliquer qu'aux produits de base, puisque ensuite tout était monté, démonté, assemblé ailleurs. C'était très compliqué à suivre. Et ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont d'accord. Les États-Unis pensent à un MIC pour eux-mêmes. Donc, si vous voulez, il y a le club dont vous parlez qui est très intéressant. Au fond, ce que vous dites, c'est que la vraie stratégie maintenant, après toutes ces COP, c'est le club des amis, le club climatique des États. Ça, c'est sans doute la stratégie qu'il faut suivre. Donc, c'est un élément extrêmement important. Donc, je ne veux pas prendre trop la parole. J'ai été frappé par votre insistance sur l'hydrogène. Manifestement, vous considérez que l'hydrogène est un élément stratégique absolument capital pour l'avenir, et donc que la manière dont on le produit est très importante. Donc ça, c'est un élément que je retiens de ce que vous dites. Et puis je pense que dans la salle, il y a mille questions qui vont fuser maintenant sur ce que vous venez de dire. Merci encore. Une remarque sur l'hydrogène. En fait, il y aura de l'hydrogène dans le système. Notre obsession, c'est qu'il soit produit avec le moins d'émissions de carbone possible et au meilleur coût. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, et je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Une de nos obsessions aussi, c'est que ça reste soutenable pour nos clients en particulier, les entreprises. C'est une des interrogations qu'on a sur l'extension de l'ETS à de nouveaux secteurs. Donc voilà, c'est en ça que l'hydrogène est pour nous très important. La priorité, c'est l'électrification directe, mais il y aura de l'hydrogène, il faut qu'il soit produit. Et donc là, le nucléaire a un rôle à jouer, mais pas en combinaison avec l'énergie renouvelable. C'est une vraie question, et je pense que, d'ailleurs, peut-être paradoxalement, en Allemagne, l'énergie est un sujet non seulement politique, mais diplomatique, de façon assez traditionnelle, et que, en France, pour nos décideurs politiques,
ça l'est beaucoup moins. Et ça, c'est le revers de la médaille, de la vertu du nucléaire, qui a été, vous savez, le nucléaire a été décidé, choisi en France essentiellement pour ces raisons d'indépendance énergétique. Moins à l'époque, même pas à l'époque pour les sujets climatiques. Mais ça conduit nos décideurs à voir l'énergie comme une donnée acquise, j'ai envie de dire, et il n'y a pas tellement de débat. Les diplomates français voient le nucléaire parce qu'il y a tous les enjeux à l'export, et puis ils voient surtout des tas de puissances comme la Chine, la Russie ou les États-Unis qui l'utilisent comme un outil de conquête géopolitique. Et quand vous avez des contrats nucléaires, vous avez des liens qui se tissent entre des États pour 60 ans, de façon extrêmement structurelle. Mais en dehors de ça, l'énergie, c'est pas tellement un sujet au plus haut niveau, pas nécessairement. Et je pense qu'en Allemagne, parce que c'est vital, parce que comme en Pologne, parce que si vous n'avez pas d'approvisionnement, ou dans d'autres pays, si vous n'avez pas d'approvisionnement en gaz ou en charbon, eh ben, c'est quand même un problème pour se chauffer, pour faire tourner l'économie. Et donc de ce point de vue-là, il y a un engagement allemand sur ces sujets qui est absolument phénoménal, y compris à Bruxelles. Et donc c'est vrai qu'il y a des confrontations qui sont très fortes. Et pour répondre plus directement à la question, oui, dans la mesure où l'Allemagne veut ouvrir plus de capacités gaz, un jour compatible avec l'hydrogène, ou du gaz qui sera averti, oui, il va y avoir une augmentation de la dépendance. Il n'y a pas de production de gaz en Allemagne, donc il va falloir importer soit du gaz, soit un jour de l'hydrogène. Et donc oui, c'est une vraie question. C'est un choix souverain de l'Allemagne. Mais oui, c'est une question. Et avec des coûts derrière, j'en ai parlé aussi un peu. Il y a un peu deux questions dans cette question. Il y a une première question sur, au fond, la structuration de la filière et la capacité à construire, et puis il y a la taxonomie. Sur l'annonce du président de la République, dont évidemment on se réjouit chez EDF, on construit depuis plusieurs années. Vous savez, ça a été notamment, il y a eu le rapport FODS, il y a eu le lancement d'un programme de remise en route de la filière qui s'appelle Excel, pour être au rendez-vous, parce que ce que nous a appris le passé, c'est que quand on ne construit pas et quand on n'est pas dans un rythme comme le sont nos grands concurrents, les Chinois, les Russes, on a un risque de perte de compétences. Et donc ce risque-là, il est aujourd'hui, il nous semble, il est traité, donc on est en capacité de faire. Après, le schéma qui permettra de le faire, notamment le schéma contractuel, le schéma financier, ça c'est à l'État de le décider, et on verra. Mais c'est vrai que la taxonomie est très importante. Alors pour ce projet peut-être, pour ces projets peut-être, mais en fait plus largement, le fait d'être ou non dans la taxonomie finance durable, c'est un signal politique qui dira si oui ou non il y a une approche pragmatique. Et là je rejoins complètement ce que disait le président Lalonde, c'est est-ce que oui ou non on est pragmatique et au fond assez humble face aux défis du changement climatique, et en Europe on reconnaît qu'on a besoin de toutes les technologies bas carbone pour y arriver. Donc, et encore une fois, le nucléaire, personne ne conteste que c'est une source d'énergie qui permet de produire de l'électricité avec très faibles émissions. Oui, il y a une production de déchets, mais on sait les gérer, et il y a des dispositions pour cela, et donc on peut l'intégrer. Est-ce qu'on prend cette pente-là, et on considère que la taxonomie, elle est là pour orienter les investissements vers toutes les technologies qui sont nécessaires à la transition, ou est-ce qu'on a une vision complètement binaire? Est-ce que, c'est pas moi l'expression, mais est-ce qu'on a 50 nuances de vert, ou est-ce que c'est vert ou blanc? Et on a une taxonomie qui dit qu'il faut faire des renouvelables. Si c'est ça, merci beaucoup, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que faire des renouvelables, on veut déjà en faire. Il y a des tas d'objectifs qui sont fixés dans les directives pour qu'on en fasse plus. Et le problème, c'est pas d'avoir une taxonomie ou pas. Et c'est même pas, j'ai envie de dire, l'accès à ce que permet la taxonomie, à une espèce de prime pour le coût du financement, parce que le grand sujet pour les renouvelables, c'est pas le financement. Il y a beaucoup de financeurs, beaucoup de gens qui veulent financer des renouvelables. C'est beaucoup plus une question d'autorisation administrative, que ce soit pour l'éolien et le solaire. C'est une capacité à combiner les règles sur l'utilisation des sols agricoles,
ou sur la protection des espèces, des règles absolument fondamentales, mais qu'il faut combiner avec un autre objectif, qui est l'objectif de production d'émissions. Donc c'est pas un sujet, c'est pas principalement un sujet financier. Donc si on a une taxonomie binaire, on passe complètement à côté de l'objectif. Ça sera un signal politique, je pense, extrêmement négatif, en particulier pour la France, après l'annonce qui a été faite par le président de la République. Donc moi je pense pour des raisons tant politiques que scientifiques, puisqu'encore une fois il y a un rapport qui a été fait par des scientifiques, qui est épais, qui a été revu par 2 comités différents. Il n'y a pas de raison d'en douter. Voilà. Mais ça sera un signal pour voir si, au fond, la vision un peu optimiste que j'ai portée l'emporte sur le constat peut-être trop réaliste de Brice Lalonde sur l'état au sein de la Commission, puisque, encore une fois, c'est la Commission qui va toute seule écrire ce texte. Les objectifs, ils sont déjà, les objectifs fixés par la stratégie européenne, ils sont déjà très ambitieux. Après, si on les dépasse, tant mieux. Et d'ailleurs, je constate que là aussi, c'est quelque chose où la France et l'Allemagne ont un point commun, c'est que ce sont les 2 grands États membres qui ont mis sur la table un grand plan de développement avec des moyens derrière, quand même, il faut le dire. Je trouve qu'il faut aussi rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que l'Union européenne a débloqué des moyens financiers, y compris en décidant de s'endetter, puisqu'une partie, c'est ce qu'on appelle Next Generation EU, je ne sais pas comment ça s'est traduit en français, enfin c'est toujours ces mots un peu barbares, mais une grande partie, plus de 30% des fonds de ces crédits européens sont doivent être fléchés dans les plans de relance vers les dépenses en faveur du climat. Donc il y a une grande ambition portée notamment par les 2 plus grands États membres avec des moyens derrière. Après, là où on diverge, c'est qu'en France, on pense qu'on peut utiliser le potentiel de l'électricité bas carbone dont on dispose, et qu'en Allemagne, ils misent sur l'hydrogène vert exclusivement, et en plus, ça je ne l'ai pas cité, mais il peut y avoir des difficultés avec un principe d'additionnalité, qui a sa vertu, c'est qui dit il faut que l'électricité renouvelable, vous l'utilisiez d'abord pour faire l'électrification directe. Ça c'est très bien. Le problème, c'est que il faut que vous trouviez un équilibre avec la nécessité d'utiliser de l'électricité renouvelable pour faire de l'hydrogène renouvelable. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en Allemagne, où EDF a des projets d'hydrogène renouvelable en Allemagne, de taille différente, mais je pense à un projet dans le nord de l'Allemagne, un électrolyseur de 30 MW, c'est très compliqué de trouver un nouveau projet renouvelable disponible qui n'a pas déjà un contrat, et donc qui répond à ce principe d'additionnalité. Donc il y a ce débat qui est très fort. Ce que j'ai pas dit aussi, peut-être, à Bruxelles, vous n'avez jamais raison tout seul. C'est la contrainte et la beauté des affaires européennes. Et notre problème, c'est qu'on n'est pas très nombreux à avoir un mix électrique décarboné. Et donc, quand vous allez voir la Commission, il faut toujours expliquer 2 fois plus, d'une certaine manière, que l'efficacité énergétique d'abord, dans un pays comme la France, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, parce que si vous réduisez la consommation d'énergie, mais vous changez de vecteur et vous mettez, c'est l'exemple bien connu, vous réduisez la consommation d'énergie dans un bâtiment, mais vous passez d'un chauffage électrique qui consommait beaucoup d'énergie par un chauffage au gaz, même de dernière génération, vous augmentez les émissions. C'est en fait débile. La boussole carbone n'est pas là. Et donc ça, c'est vrai qu'en fait, dans la tête de beaucoup de gens à Bruxelles, c'est pas évident parce que le mix électrique de beaucoup d'États membres est tellement carboné que de réduire, voilà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est pas une excuse, mais c'est pour expliquer pourquoi c'est très compliqué de porter ce combat sur le bas carbone. Oui, et ça me rappelle l'histoire de la conversion de l'électricité en énergie primaire. Mon Dieu, comme c'est compliqué à expliquer ça. Ça, c'est toujours pas passé, d'ailleurs, vous avez raison. On se bat, nous, pour qu'on regarde l'énergie finale, y compris pour nos clients, d'ailleurs. Nos clients, ils regardent l'énergie finale, ils ne regardent pas l'énergie primaire. Le bon mix au niveau national, c'est le mix qui est décidé par le Parlement et par le gouvernement. Ça, pour EDF, c'est le mix qui
qui sera décidé pour le futur. Donc là, il y a un rapport, je pense qu'il est de très grande qualité, tout le monde le reconnaît, qui a le mérite de poser les options sur la table, y compris avec les coûts, et qui fait ressortir assez bien l'horizon possible. Après, c'est pas de décider au milieu de cet horizon, mais où on voit qu'un mix équilibré entre renouvelables et nucléaire, dans des proportions qui seront à définir, et le mix qui est le plus rationnel, y compris sur le plan du financement. Alors, à l'échelle européenne, je ne suis pas capable de vous dire. Nous, ce pourquoi on plaide à l'échelle de l'Union, c'est pour une forme encore une fois, d'humilité et de pragmatisme et de liberté. Alors, humilité parce qu'il y a beaucoup de paris, y compris technologiques, lorsque vous parlez l'horizon 2030, voire 2050, et moi je ne suis pas ingénieur, et donc j'écoute ce que disent les ingénieurs d'EDF, et ils disent les technologies, ça évolue, il y a des technologies qu'on maîtrise aujourd'hui, d'autres pas, donc ça c'est le premier point. Le pragmatisme, c'est essentiellement la question du coût, et donc là j'arrive à votre question. Je peux vous interrompre? Oui. Je crois qu'aujourd'hui, dans le mix électrique européen, 40% vient du charbon. Alors, c'est vrai que dans ce qu'on souhaite pour le mix européen, c'est sortir je pense que ça transparaissait de tout ce que j'ai dit avant, mais la priorité, c'est de sortir des énergies fossiles et du soutien aux énergies fossiles. Donc, c'est de produire de l'énergie avec des sources bas carbone, donc à la fois des renouvelables, qu'elles soient intermittentes ou non, et nous, on pense que le nucléaire a son rôle à jouer, et d'ailleurs, quand je dis on, c'est pas qu'EDF, ce sont aussi nos clients. On a parfois la vision en France, et je fais le pont avec la question qui m'était posée avant par M. Rondeau, je crois, qu'on est un peu seul. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'États, et de plus en plus d'États membres, qui ont gardé l'option nucléaire ouverte ou qui veulent la rouvrir. C'est vrai à l'est du continent, la Slovénie, peut-être la Croatie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, la Pologne. C'est vrai aussi de la Finlande, la Suède qui est encore nucléaire. Vous savez que les Pays-Bas s'interrogent. Le Royaume-Uni relance son programme nucléaire. Encore une fois, ils ne sont pas dans l'Union, mais enfin quand même. Donc on n'est pas seuls. On n'est pas les derniers des Mohicans. Parfois on dit oui, on est les seuls. C'est pas vrai. Et ils veulent en faire plus. Et au fond, souvent se rapprocher de ce que sera peut-être le mix électrique français à terme. Et ils le font, et c'est pour ça que je reviens sur l'humilité et le pragmatisme, ils le font aussi parce qu'il y a des réalités physiques. C'est-à-dire qu'il y a des États membres qui n'ont peut-être pas un potentiel renouvelable, parce qu'ils n'ont soit pas de montagne pour faire de l'hydroélectricité, soit pas tant de soleil que ça, tant de vent. Moi je parle beaucoup avec mes collègues tchèques de la société tchèque. C'est la base de leur raisonnement. Ils auront besoin d'un mix diversifié. Et sur le financement, la question que vous posez, elle s'adresse quand même beaucoup plus aux États. Ce qui est vrai, derrière votre question, ce qui est vrai, c'est que la transition a un coût très important. D'ailleurs, la Commission le chiffre, plusieurs centaines de milliards par an. Il y a plusieurs pistes. Il y a cette piste de l'endettement par l'Union européenne. Il y a aussi la piste d'assouplir des critères sur les dépenses des États membres, donc de revenir sur des règles de dépenses par les États membres. Ça, c'est vraiment aux États d'en décider. Nous, après, ce qui nous paraît important, c'est que ces investissements aillent vers ce qui permet de réduire le plus vite possible les émissions de gaz à effet de serre. Deux points. Le premier, c'est que cette crise, c'est d'abord quand même une crise des énergies fossiles, et du gaz en particulier. C'est dans les faits générateurs, il y a la moindre disponibilité de cette énergie, et donc ça renvoie à tout le débat qu'on a commencé à aborder, qui est majeur, sur la dépendance d'une partie de l'Europe, notamment pour sa production d'électricité, à cette source d'énergie fossile, qu'elle vienne par des tuyaux du sud ou de l'est de l'Europe, ou qu'elles viennent par bateau, puisque dans les facteurs conjoncturels
de la crise, il y a aussi le fait que les bateaux, les cargos de GNL, ils ont été déportés vers une zone où il y avait une plus forte demande, donc des prix plus élevés, et donc ils ne sont pas venus servir l'Europe en priorité. Je pense que les gens autour dans cette salle et autour de ce micro connaissent assez bien la situation. Je ne reviens pas sur tout le détail de l'enchaînement de la crise, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler que c'est pas une crise de l'électricité. Il y a une traduction de cette crise du gaz sur l'électricité. D'abord, en France, le prix n'a pas, pour l'instant, il n'a pas augmenté comme le prix du gaz. Hein. Il a augmenté de 2% en France. Et l'engagement du gouvernement, c'est de le limiter l'an prochain à 4%. C'est 20% la part du gaz dans l'électricité européenne, c'est 20%. Donc c'est ça, je pense, quand même, le premier enseignement qu'on doit en tirer, c'est la fragilité de nos systèmes, et donc peut-être après du marché, j'y viens, mais lié aux énergies fossiles et à une dépendance géopolitique aussi vis-à-vis de certains acteurs. Et puis ensuite, il y a une question objectivement qui est très difficile, et moi j'ai pas forcément la réponse, mais qui est la traduction sur le fonctionnement des marchés. Alors là, je pense, d'une part, cette crise elle est vécue de façon très différente selon les États membres. Au sud de l'Europe, il y a eu un impact beaucoup plus fort que par exemple au nord, notamment parce qu'ils ont un mix qui est moins carboné. Je peux vous assurer que pour avoir, on a fait plusieurs, on a essayé de savoir un peu comment ça se passait. Vous savez que Jean-Bernard Lévy est la présidence d'Heure Électrique, l'association des électriciens d'Europe, et pour certains acteurs au nord de l'Europe, c'est pas un sujet, mais c'est vraiment pas un sujet. Ils nous ont dit, écoutez, tout va bien, et je pense que c'est pas que de l'idéologie. À l'inverse, au sud de l'Europe, en particulier nos collègues espagnols ou grecs, ils ont vu la situation de façon très différente. Et en fait, il y a trois dimensions derrière qui sont très difficiles à séparer. Il y a une première dimension qui est la façon dont le prix du gaz est pris en compte dans le marché gros pour ce qu'on appelle le merit order, pour l'appel des moyens de production. Il me semble que ce marché il fonctionne relativement bien, mais effectivement, du coup, il est soumis à certaines volatilités, mais c'est ce qui permet une certaine sécurité d'approvisionnement, c'est ce qui vous permet d'appeler tous les moyens de production comme il le faut. Là où ça devient plus compliqué, c'est sur les deux autres dimensions. Une dimension qui est la traduction de ce prix sur le marché gros vers des consommateurs, qu'ils soient particuliers ou industriels. Et puis la troisième dimension, c'est comment est-ce que, quand vous avez cette volatilité des prix ou cette crise, vous pouvez investir et couvrir vos coûts. Et donc ça suppose une réflexion. Alors, elle est ouverte par des déclarations politiques. Vous avez vu les déclarations du ministre de l'économie et des finances français. Il y a eu un débat au Conseil, il y a des rapports qui sont attendus de l'Agence des régulateurs, de l'ACER, il y a un autre rapport qui a été demandé sur l'effet du prix du carbone sur tout ça, savoir si c'était de la spéculation ou pas. Donc je pense que le débat il va venir peut-être plus au printemps, et c'est vrai que pour les solutions, parce que ce sont des solutions quand même très complexes, ça sera peut-être pour la prochaine législature. Mais là où je vous rejoins, c'est que il y a un lien entre la structure du mix et le fait que le gaz et la part des énergies fossiles soient très importantes dans le mix et les effets sur les marchés et sur le prix. Voilà. Alors, je ne suis pas le spécialiste des certificats d'économie d'énergie, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais moi je comprends que c'est tout à fait compatible s'il était mis en place. Parce qu'il y a un vrai débat à Bruxelles sur cette extension. C'est d'ailleurs une extension qui a déjà été mise en place en Allemagne. Donc je ne sais pas s'il y a eu un effet sur le système équivalent en Allemagne. Le débat, il porte aussi sur les conséquences potentiellement sociales de cette extension, parce que ce que les économistes appellent le coût d'abattement dans le bâtiment ou dans les transports est très élevé. Le prix que vous devez atteindre pour le CO2 pour influencer le comportement et donc pousser un particulier, par exemple, à changer ses fenêtres, je ne sais pas, à mieux isoler son logement ou à changer de véhicule, il est extrêmement élevé. Et donc, une grande partie des acteurs ont dit « Oh là là, attention, c'est totalement explosif votre truc, si vous faites ça, la marmite va sauter. » Et en fait, c'est tout l'édifice que vous cherchez à construire qui va en fait s'écrouler. Regardez ce qui s'est passé pour les gilets jaunes.
Et nous, alors d'abord, on regarde ça très prudemment parce que ça concerne en partie l'électricité, mais ça concerne quand même beaucoup d'acteurs qui connaissent, je veux dire, leur sujet, leur partie. Ce qui est intéressant, c'est évidemment d'aller dans une direction où progressivement on met un prix, encore une fois, sur cette pollution carbone, mais on a deux inquiétudes de points d'attention. Premier point d'attention, c'est ne pas ralentir la négociation sur le renforcement de l'ETS lui-même. Or, c'est dans le même texte. Donc ça, c'est un sujet. C'est plus vous renforcerez tard l'ETS tel qu'il existe aujourd'hui, plus l'effet sur la réduction des émissions dans les secteurs ETS sera retardé. Donc plus il faudra aller fort et donc plus ce sera douloureux pour ces secteurs, y compris pour nos clients. Donc premier point, attention à ne pas impacter la réforme prioritaire de l'ETS. Puis la seconde, c'est celle que j'ai citée, c'est les effets, là aussi que les économistes appellent ça les effets redistributifs. En fait, c'est plus simple que ça, hein, c'est s'assurer que vous pouvez compenser, pour ceux qui ont besoin, compenser le coût de cette transition par les recettes que vous aurez récoltées. Et pour la présidence française, c'est un problème, puisque M. Canfin et beaucoup d'autres associations d'environnement qui sont très favorables à des surenchères, là, se sont opposés à l'extension de l'ETS au transport et aux bâtiments, à cause précisément de leur crainte et de la répercussion sociale de cette hausse du coût de la vie, quoi. Donc, elles sont assez simples, avec les recettes de la taxe sur le carbone, enfin du prix du carbone, vous avez une recette, et vous pouvez phaser l'augmentation progressive du prix du carbone pour certains, notamment pour les ménages les plus pauvres, en faisant une compensation fiscale directe. Donc c'est ça qui a été fait, il me semble, en Suède. Mais voilà, c'est pas nécessairement magique, ça suppose d'être préparé et d'avoir quelque chose qui est très, très progressif. C'est une question qui s'adresse plus au directeur du développement durable, à la directrice du développement durable du groupe, mais vous savez qu'EDF a non seulement aujourd'hui un mix qui est très décarboné, on est à plus de 90% dans le monde et à plus de 95% d'Europe décarbonée. On est le premier producteur d'énergie décarbonée en Europe, quand même. C'est presque un quart de l'électricité décarbonée en Europe. Donc c'est pas rien. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc quand vous êtes déjà très décarboné, ensuite la pente derrière est beaucoup plus forte. Mais on a des objectifs très ambitieux de réduction et d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, et en sortant des énergies fossiles bien avant. On le fait en fait chez EDF aussi en réduisant ce qu'on appelle dans le jargon, non pas les émissions directes, mais le scope 3 dans le calcul, donc les émissions indirectes, avec un objectif là aussi de réduction sur ce scope. Et d'ailleurs, on est classé par les agences extra-financières, non financières ou diverses associations parmi les 4%, je voyais ça la semaine dernière, les 4% des entreprises les plus vertueuses, entre guillemets, sur le plan climatique. C'est un combat de chaque jour, parce que quand il vous reste quelques pourcentages à accomplir, c'est de plus en plus difficile. Mais oui, c'est très important. Après, sur les JO, je ne sais pas vous répondre. C'est une très bonne question. Très très bonne, et il faut effectivement toujours se méfier des effets de mode. Je crois que j'ai cité le mot de diversité. Nous, on pense vraiment que toutes ces énergies bas carbone ont leur place dans les solutions. Et oui, le solaire est une énergie formidable. Elle a d'abord parce que les coûts se sont considérablement réduits. Elle a une forme de simplicité. Chez EDF, on investit beaucoup. En France, il y a un plan solaire qui vise à avoir 30 gigawatts en 2030, plus maintenant à 40 gigawatts en 2030. Et puis on investit ailleurs d'ailleurs, aussi dans le monde. On est investisseur dans un des plus grands parcs solaires au monde, par exemple dans le Golfe. On en fait beaucoup en Amérique du Sud, aux États-Unis ou ailleurs. Elle a aussi une autre vertu, c'est elle a une empreinte
au sol, alors qui est réelle, mais qui est une forme de simplicité voilà, d'installation. Elle a un défaut, c'est que la nuit, c'est plus difficile de produire de l'électricité, elle est très intermittente. Même si on peut trouver des solutions, un peu d'hybridation, on a des systèmes de solaire à concentration ou avec des systèmes avec du sel pour garder, pour déplacer la courbe de charge, pour en gros produire, y compris quand le soleil s'est couché. On a un très beau projet comme ça au Maroc. Mais je suis d'accord, le solaire a toute sa place, à la fois dans des grands parcs, et puis le solaire, ce qu'on appelle le solaire réparti. En France, EDF est le leader du solaire en toiture chez les particuliers. Simplement, notre conviction, quand on regarde le potentiel, là où on peut mettre des panneaux solaires, là où il y a des ensoleillements, etc., c'est que cette énergie-là ne suffit pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des votes, c'est qu'on n'arrivera pas à tenir les objectifs pour sauver l'espèce humaine et lutter contre les dérèglements climatiques si on n'utilise pas toutes les énergies. Mais oui, le solaire a tout à fait sa place. Je pense qu'en fait, il peut y avoir une confusion dans ce débat sur l'inclusion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie. Pour nous, ce qui est très clair, c'est que si ils sont inclus dans la taxonomie, ils ne le sont pas sur les mêmes bases. Il y a d'un côté, pour le gaz, ce serait une inclusion au titre d'énergie de transition, et le règlement qui a été adopté le permet. Il prévoit cette catégorie avec des critères. Là, honnêtement, il ne m'appartient pas de commenter ou de fixer, qui diront il faut que les centrales émettent tel niveau et tel niveau d'émission de CO2 pendant telle durée, remplace telle capacité fossile, par exemple. Et à ce moment-là, on considère qu'il est utile d'avoir un texte qui incite les investisseurs à faciliter cette transition. Ce qui est très important. Et donc ça, c'est pas en soi choquant, si ces critères sont bien définis. Là où je rejoins la collègue Dorano, c'est s'il y a une confusion et qu'on dit nucléaire et gaz sont deux énergies sales et on les fait passer parce qu'il y a une pression politique et on les met dans la catégorie en transition. Pour nous, le nucléaire n'a pas vocation à être dans la même catégorie. Le nucléaire est une énergie pas carbone. Il n'y a aucun doute sur le critère carbone. Il n'y a pas de doute non plus pour le gaz, mais dans l'autre sens. Quand on produit l'électricité avec du gaz, ça produit des émissions de CO2, c'est pas de la politique, ça c'est la physique, c'est vrai, voilà. Et donc, la question, elle est là. La question, c'est sur quelle base se fera cette intégration. Et nous, ce qu'on attend de la Commission européenne, c'est qu'elle suive le rapport de ces experts, qui a dit ça, qui a dit le nucléaire, quand on regarde, y compris la gestion des déchets, il n'y a pas de doute, il peut être intégré. Ils ont même proposé les critères d'intégration. Il faudra des critères aussi pour intégrer le nucléaire, mais ce ne sont pas des critères par définition d'émissions de CO2. Portera soit sur les normes de sûreté, sur la façon de gérer les déchets, ce qui est normal, hein, ce qui est évidemment complètement normal. Et donc voilà, je pense que pour répondre à la question, le risque, c'est qu'il y ait une confusion sur les bases de cette inclusion. Pour l'industrie de l'électricité en Europe, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui porterait aussi sur l'électricité n'est pas un problème. C'est une bonne chose parce que contribue à mettre en place ce mécanisme dont la vertu, et là je me suis peut-être mal exprimé au début, la vertu est de compléter la logique des accords de Paris où vous aviez des États qui disaient volontairement je m'engage à réduire mes émissions, voilà comment elles seront calculées, voilà les moyens que je vais mettre en œuvre. Là, vous allez avoir un intérêt à avancer dans cette direction parce que si vous ne le faites pas, par exemple si vous êtes exportateur d'électricité, vous devrez payer la différence entre les mesures que vous n'avez pas prises dans votre pays et puis celles qui sont applicables sur le carbone sur le sol européen. Pour l'électricité, c'est très peu. Hein. L'importation d'électricité en Europe, c'est à peine 2% de la consommation totale. Donc pour être très honnête, les enjeux sur le mécanisme d'ajustement carbone ne sont pas sur le secteur de l'électricité, ils sont sur les autres secteurs, notamment l'acier, le ciment, etc. Et donc ça, moi, c'est pas dans mon domaine de compétence directe. Mais donc, je pense que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le MACF ou le CIBA en anglais, il a quand même cette vertu de contribuer à renforcer la logique des accords de Paris, là où il y avait une forme de faiblesse, qui est de donner un intérêt, de récompenser la vertu, si je puis dire, et de créer progressivement ce club climatique
c'est pas l'un ou l'autre. La question était est-ce que vous voulez l'un ou l'autre? En fait, c'est l'un qui permet l'autre. Et donc, dans les deux cas, pour ce qui est de l'électricité, ça me paraît plutôt vertueux. Alors, de tous mes défauts, il y en a un qui est très grave, c'est que je ne suis pas ingénieur en physique nucléaire, ce qui chez EDF est une singularité, mais voilà, c'est un défaut de plus. Donc je ne m'avancerai pas sur le terrain de est-ce qu'on est plus sur la génération 3, la génération 4, je crois que c'est à ça que vous faites un peu référence. Je ne commenterai pas non plus les déclarations de la ministre, mais qui me semblent porter plus sur la taxonomie que sur le fait de savoir s'il y avait une attention à la transmutation ou pas. Pour revenir au sujet que je connais le mieux, qui est la partie européenne, je pense que ce qui serait bien aussi, c'est qu'au-delà des sujets réglementaires et de la taxonomie, c'est que, et pour sortir des effets de mode, on se rappelle qu'effectivement en Europe, il y a un traité qui parle de nucléaire, qui est l'Euratom, et c'est important qu'il y ait aussi de la recherche en Europe sur le nucléaire, de la recherche pas uniquement sur le démantèlement ou la sûreté, mais de la recherche pour les technologies. Et puis il y a des technologies très avancées, comme celles que vous avez citées, il y a des technologies moins avancées, comment est-ce que vous, par exemple, vous traitez, je sais pas, le vieillissement des matériaux des réacteurs existants, puis il y a des technologies qui sont peut-être entre les deux, qui sont toujours la Gen 3, mais c'est par exemple les fameux petits réacteurs modulaires, les SMR, et je pense que c'est important que l'Europe, sur ce sujet aussi, soit mobilisée, et pas seulement pour être un marché pour les autres, pas seulement pour construire un marché pour le SMR en Europe, mais aussi pour soutenir un SMR européen. Et donc après, il y a une compétition. Mais je pense qu'on arrivera à la neutralité carbone, et on l'a vu avec les discussions autour du financement, les discussions autour des effets de l'ETS sur les consommateurs ou les clients. L'enjeu social il est important, mais c'est aussi un enjeu de contenu en emploi et de formation. Et ça passe par de l'industrie, l'industrialisation. Le nucléaire est une des grandes filières industrielles en Europe et en France. Et vous savez que 50% de la chaîne de valeur du nucléaire, elle est répartie sur tous les États membres. C'est pas juste la France ou le Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du nucléaire en Autriche, en Allemagne, un peu moins au Luxembourg, je crois. Mais, donc c'est assez fondamental, et c'est important de le garder aussi donc, lorsqu'on parle d'énergie. Derrière, ce sont des filières industrielles, et je pense qu'il y a un enjeu majeur de formation pour le nucléaire. Et honnêtement, la filière prend ça à bras-le-corps. On crée une université du nucléaire. Vraiment, c'est pris très au sérieux par les acteurs dans le cadre de tout le plan que je citais au début pour être au rendez-vous si un programme est lancé. Mais aussi pour tous les autres métiers et usages de la transition. Avant de commencer, Brice Lalonde me disait qu'il n'y avait pas de garagiste qui savait réparer les voitures électriques. Je ne sais pas si vous avez une voiture électrique, mais vous avez déjà eu des problèmes. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a dans des tas de métiers, il y a un besoin de formation, et l'Europe aussi, je pense, a son rôle à jouer là-dessus pour faciliter cette transition vers les métiers de demain. Sinon, on n'aura pas d'adhésion de la population européenne à cet objectif, à cette grande ambition dont on parlait au début, et on ne comprendra pas pourquoi l'Europe est à la pointe s'il n'y a pas ces dividendes-là, notamment en termes de contenu industriel et d'emploi. Et j'insiste, d'emploi localisés sur les territoires en France. Là, je rejoins un peu mon dada dont on parlait au début, sur les territoires isolés. L'avantage de créer des emplois industriels, notamment dans le nucléaire, mais aussi dans les énergies renouvelables, dans l'éolien, etc., de localiser les chaînes de valeur en Europe. Et ça passe aussi par des critères carbone, par exemple, pour des appels d'offres. Ça permet d'avoir l'adhésion, tout simplement, des citoyens européens. Je ne suis pas physicien nucléaire non plus, mais je m'en voudrais de louper l'opportunité de la question de Christophe Journet de dire au vice-président d'EDF que s'il y avait un programme européen de soutien à ces projets de transmutation des déchets nucléaires, je pense que ce serait une condition d'acceptabilité tout à fait remarquable pour la relance du nucléaire dans nos pays, quoi. D'abord, je voudrais surtout remercier Erkki Maillard. On a fait vraiment un tour d'horizon tout à fait passionnant. Et c'est intéressant de voir, au fond, comment une grande entreprise comme EDF voit les choses, comprend les choses et nous les explique très, très simplement.
Moi, j'ai été très épaté. Il n'y a pas longtemps, EDF avait fait un webinaire, comme on dit, avec Patrick Artus, qui est le grand Manitou, si je puis dire, de Natixis. Et il insistait vraiment sur la dimension sociale de la transition, quoi, hein, sur le coût, la dimension sociale, et en pensant que c'était sans doute l'enjeu le plus important. Et pour une entreprise comme l'électricité, qui dessert tant d'abonnés, hein, et donc les factures arrivent régulièrement, c'est un enjeu évidemment extrêmement important aussi. Pour le gouvernement, c'est très important. Et on ne peut pas accepter, on ne pourrait pas accepter que la transition vers la neutralité carbone échoue à cause d'un problème de coût, de prix, d'acceptabilité pour les citoyens. Donc c'est une question sur laquelle moi j'engage mon association Équilibre des énergies à travailler précisément. Comment est-ce que les conditions sociales nécessaires, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre, et je serai tout prêt à ce que nous travaillions ensemble là-dessus d'ailleurs, hein, car c'est une question qui est aussi importante pour EDF que pour nous et que pour nous tous citoyens, quoi. Cette transition vers la neutralité carbone, pour nous, c'est notre job, hein, c'est notre ambition, c'est notre mission. On a vraiment tellement envie que ça réussisse, et c'est pour ça qu'on est quelquefois mécontent de ce qui se passe à la Commission européenne. Mais mon Dieu, je repars avec à la fois plutôt votre optimisme et votre très grande connaissance des dossiers qui nous rassérène en quelque sorte, en quelque peu.